Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Dominique Druon. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Dominique, présidente fondatrice d'Aliat, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs. Et c'est vrai que j'aime bien me poser avec vous régulièrement sur ces questions de gouvernance, parce que probablement on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que là, on enchaîne quand même depuis un peu plus de 2 ans maintenant les crises. Et c'est dans ces moments-là, finalement, que la gouvernance est encore plus importante parce qu'elle permet de rompre la fameuse solitude du dirigeant. Est-ce que déjà, pour commencer, Dominique, vous pouvez rappeler ce que c'est qu'une bonne gouvernance d'entreprise ? Oui, bien sûr. Alors déjà, une gouvernance d'entreprise, c'est finalement le dispositif. Donc déjà, il faut qu'il existe un dispositif de prise de décision, ce qui vont permettre à finalement assurer la pérennité de l'entreprise. Donc la stratégie, la vision long terme, le financement de cette stratégie. Qui dit stratégie dit prise de risque, donc s'assurer que les risques sont correctement maîtrisés et globalement les objectifs pour atteindre la stratégie de transformation financier, extra-financier sont atteints. Ça, c'est la définition d'une gouvernance. Quand on est en situation de crise, le sujet de la stratégie à long terme est forcément revisité parce qu'il s'agit d'abord de passer la crise, c'est-à-dire réfléchir, avoir une feuille de route à 3-5 ans quand on ne sait pas comment, à 15 jours, est-ce que nos salariés vont revenir? Est-ce qu'on va garder des marchés? Est-ce qu'on a la trésorerie On redescend sur ce qu'on appelle le temps court. Donc une bonne gouvernance d'entreprise, c'est le dispositif qui sait adapter finalement cette sécurisation et ce challenge pour permettre à l'entreprise d'être pérenne sur ce qu'on appelle le temps long, sauf en temps de crise où on redescend globalement pour sécuriser le dirigeant, pour qu'il ne soit pas finalement seul à prendre des décisions qui sont parfois compliquées. On redescend sur le temps court. Voilà ce qu'on pourrait appeler une bonne gouvernance. Et c'est valable dans tous les types d'entreprises, que ce soit à la tête des entrepreneurs ou des, j'aime pas le mot simple, mais simples dirigeants, je veux dire, qui n'ont pas eux-mêmes construit leur entreprise ? Oui. La question, c'est est-ce que c'est valable à la tête de grands groupes où on a des dirigeants qui sont recrutés, mais qui ne sont pas forcément les actionnaires, les fondateurs ? Et est-ce que c'est valable pour les entrepreneurs ? Alors, pour les grands groupes ou les groupes plus moyens avec des dirigeants qui ne sont pas les actionnaires, on a des gouvernances qui sont imposées quand la société est cotée en bourse. C'est imposé par l'autorité des marchés financiers. Depuis la crise de 2008, on a des codes de gouvernance en France et un peu partout dans le monde, avec des équilibres entre les représentants des actionnaires dans l'instance de gouvernance, les dirigeants, et des administrateurs dits indépendants qui représentent quelque part le contrôle, pour s'assurer que les décisions qu'on prend ne sont pas juste dans l'intérêt des actionnaires majoritaires, pas juste dans l'agenda du dirigeant, mais dans l'intérêt de l'entreprise et de toutes ses parties prenantes. Ça, c'est pour les sociétés cotées. Dans le non coté, la gouvernance n'est pas obligatoire. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. On doit le dire, en France, il n'y avait pas cette culture de rendre compte des dirigeants. Et à la crise de 2008 et depuis 2008, on a vu émerger la gouvernance dans ce qu'on appelle les sociétés par action simplifiée. Quand les sociétés ne sont pas cotées, sont des SAS, la gouvernance n'est pas obligatoire. Et on voit de plus en plus pour les entrepreneurs qui sont souvent actionnaires, pas forcément de contrôle, ils peuvent être de contrôle ou au fur et à mesure, quand il y a des levées de fonds, ils sont dilués. On voit apparaître de plus en plus de gouvernance contrôlante, ou quand le dirigeant est finalement l'actionnaire, il n'est pas obligé d'en mettre une en place. On voit apparaître des gouvernances qu'on appelle consultatives, ce qu'on appelle des advisory boards ou des comités stratégiques. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'était pas culturel en France. Mais ça le devient. Mais les dirigeants comprennent l'intérêt, finalement, d'éclairer leur prise de décision, leurs arbitrages, leurs orientations stratégiques en période d'incertitude. Donc, ils s'entourent de plus en plus. Et c'est le cas aussi dans les entreprises familiales ou pas ? Alors, dans les entreprises familiales, on a encore un autre sujet, c'est que y a des notions de transmission
de génération en génération. Et puis, l'entreprise et le patrimoine, non pas juste d'une personne, mais finalement de plusieurs actionnaires familiaux. C'est un peu la boîte de Pandore. Donc, on a souvent des dirigeants qui restent très longtemps à la tête des entreprises, 20, 25 ans. Et là encore, il y a un sujet générationnel, c'est-à-dire que des dirigeants de plus de 65, 70 ans n'ont pas forcément eu, quand le capital était détenu à 100% dans la famille, la culture de mettre en place une vraie gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelques amis avec des... Vaguement autour de la table, mais... C'est ça, de façon informelle, on discute, mais finalement, de la transparence dans les processus de prise de décision, de l'anticipation, des arbitrages sur les réflexions stratégiques, plus de structuration dans les prévisionnels de financement, de trésorerie, dans l'analyse de prise des risques, finalement tout ce que fait une bonne gouvernance. Oui, ça apparaît dans les entreprises familiales, de plus en plus, parce qu'aussi on a, c'est une étude du METI là, qui est sortie au premier trimestre avec KPMG, 35% des ETI, des entreprises dites de taille intermédiaire, c'est-à-dire plus de 2000 ETI qui sont essentiellement familiales, dont les dirigeants vont partir à la retraite dans moins de 6 ans. Ah oui. Et quand oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça fait quoi, 2000 entreprises, quelque chose comme ça? Ça fait 2000 entreprises. Et on sait que ce qu'on appelle une transmission, qu'elle soit au niveau du capital, au niveau du pouvoir, de la direction générale, ça prend 5 à 10 ans. Donc il est temps de s'y mettre, là, en gros, c'est ça? Exactement. Et pour s'y mettre, les gouvernances de l'entreprise et la gouvernance de l'actionnariat sont des outils extrêmement facilitants. Parce que, évidemment, dans les entreprises familiales, il y a beaucoup d'irrationnel, il y a beaucoup d'émotionnel, on mélange l'entreprise et l'affect, il peut y avoir des conflits familiaux, donc il y a beaucoup d'éléments à structurer et à organiser, à séparer, la gouvernance actionnariale de la famille, la gouvernance de l'entreprise, et c'est là, dans la gouvernance de l'entreprise, quand on fait intervenir des administrateurs indépendants, que ça peut aider à structurer, à rationaliser et à faciliter, avoir finalement des critères, avoir des process pour faciliter les transmissions. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à transmettre pour un dirigeant. Mais pour l'héritier aussi, parce qu'il y a Pauline Duval là, qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps où elle dit, en fait, ne prenez pas le risque de faire disparaître ce que vous avez construit en une vie. Elle a l'hérite de son père. Il y a quand même une grosse responsabilité qui pèse sur les épaules des héritiers parce que finalement, on ne naît pas chef d'entreprise. Enfin, je ne crois pas. Donc, elle a parfaitement raison. Enfin, le témoignage de Pauline, il est extraordinaire. Elle a parfaitement raison. Et d'un autre côté, ce que vivent les dirigeants qui doivent passer la main, c'est ce qu'il y a de plus dur. Réussir qu'une entreprise leur survive. Leur sujet, c'est quel est leur agenda, qu'est-ce qu'ils deviennent quand l'entreprise a pris toute la place dans leur vie. Et certainement un déséquilibre entre leur équilibre, un déséquilibre de vie, et que la place professionnelle a pris beaucoup trop de place puisque tout est mélangé. L'entreprise a pris la place dans la vie familiale, personnelle, tout tourne autour de l'entreprise. Et de la même façon, Patrick Daher, qui est le président du conseil du groupe Daher, un groupe familial où il y a plus de 300 actionnaires familiaux, un groupe familial qui a été complètement redressé en 10 ans et qui est un succès, une ETI incroyable. Il a 72 ans, je pense, et il vient de passer à la main et il dit rien ne pousse à l'ombre de la statue du commandeur. Donc, ce que dit Pauline et ce que dit Patrick, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que si le cédant laisse pas la place. Indépendamment il prend la place, les salariés l'ont connu, lui doivent tout, il incarne le pouvoir. S'il ne laisse pas la place, la génération suivante doit le tuer. C'est ça, c'est tuer le père, en fait, c'est exactement ça. Et ça n'est pas possible. Ou alors, c'est des conflits de famille. Et donc, il y a un sujet qui est
finalement, évidemment, créer les conditions de l'émergence des jeunes générations, des quadras, des trentenaires. Et pour ce faire, on a aujourd'hui des dirigeants à 70 ans qui sont encore en bonne santé. Quel est leur agenda, quel est le projet, quel est le sens de leur projet, ce que moi j'appelle leur projet du premier jour du reste de ma vie. Voilà. Et donc, typiquement, Patrick Daher, il passe plus de 50% de son temps dans des conférences, auprès d'instances, que ce soit le METI, le Family Business Network, l'Institut français des administrateurs, finalement... Histoire de dire que c'est pas fini complètement, quoi. C'est ça, et surtout à donner du sens, à témoigner, à partager le retour d'expérience de la façon dont le groupe a structuré une gouvernance. C'est un groupe qui était purement familial, qui a fait rentrer BPI typiquement à son capital il y a 10 ans. Et forcément, ça a forcé à structurer une gouvernance. Et Dominique, est-ce que je vous entends parler de ces enjeux de transmission et de l'évolution nécessaire ? Et je me dis, on parle beaucoup de la formation des salariés. Est-ce qu'il ne faut pas aussi mieux former les dirigeants pour qu'ils soient mieux préparés à tous ces enjeux aussi ? Ça a toujours été un sujet. Pierre Bellon, Sodexo, fondateur de Sodexo, avait fondé l'APM, le réseau pour le progrès et le management, destiné aux dirigeants, aux patrons de PME, de TI, aussi de TPE, en partant du principe que ils avaient au moins autant besoin de se former que les salariés. Évidemment. Donc, il y a l'APM, il y a beaucoup de réseaux, il y a des programmes auprès de grandes écoles. C'est fondamental. On parlait récemment d'un programme du METI. Oui, avec HEC. Ce programme, je vous parlais de Patrick Daher. Je passais une journée récemment dans le cadre d'un programme qui est organisé par le CEDEP, qui est une émanation de l'INSEAD, sur un programme qui s'appelle Management et philosophie. Voilà. Joli programme. Joli, mais oui, puisqu'on parle du sens, du sens que veulent trouver les jeunes générations dans l'entreprise, dans l'impact de l'entreprise, dans sa responsabilité sociale, sociétale, eh bien, c'est un programme qui typiquement allie des philosophes et confronte avec des situations de direction d'entreprise. Concrètement, comment on remet l'humain et le sens pour l'humain au cœur des nouvelles visions pour nos entreprises. Merci beaucoup Dominique Druon d'être venue voir, présidente fondatrice d'Aliat. Merci beaucoup Aurélie.